Électron Libre, une émission proposée par Claude Farc, celui qui parle. Cette émission a pour origine l'idée d'anthropocène, du grec anthropos, l'homme, le temps de l'homme comme il y a eu le temps des dinosaures. Pour ce faire, je suis aujourd'hui entouré de personnes qui interviennent déjà sur d'autres places sur RCF. Jean-Yves Crétin, ex-enseignant-chercheur en écologie. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Puis Paul-Marie Guinchard, ex-membre de l'ADEME. Bonjour. Avec deux invités aujourd'hui, des dames, Ségolène Guillet et Sophie Brunsmann. Et puis je vous laisse, Paul-Marie, présenter vos deux invités que vous avez recrutés pour aujourd'hui. Le mot recrutement est un peu fort, j'ai invité. Et puis je pense que c'est pas la première fois qu'on vous appelle Ségolène et non pas Solène. C'est pas la première fois exactement, mais je ne m'y fais pas. Mais effectivement, bien. Alors donc, lors de notre émission de la semaine dernière, nous avons essayé de balayer le plus large possible sur la problématique de la normalisation et en s'appuyant essentiellement sur un des volets qui nous concerne sur le sujet de nos émissions Électron Libre, à savoir la problématique environnementale. Et nous avons donc parlé avec Solène Guillet un peu des éléments qui avaient conduit l'organisme dans lequel qu'elle représente sur la région de Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que maintenant, j'arrive pas à m'habituer à Bourgogne-Franche-Comté. C'est qui ça, les Bourguignons? Enfin bon, passons. Donc, nous avons abordé ce sujet de la responsabilité sociétale et environnementale. Le terme environnemental, il a une dimension bien évidemment sociale. Et donc, voilà, nous avons fait ce premier partage. Et donc, j'avais souhaité, et vu avec Solène Guillet, de pouvoir inviter quelqu'un qui y travaillait effectivement. On sortait simplement du cadre, j'allais dire, universitaire ou qu'est-ce que c'est, l'approche plutôt intellectuelle, et rentrer dans le sujet. Et c'est pour cela que j'ai proposé à Solène Guillet, qui était déjà avec nous la semaine dernière, qu'elle regarde du côté de ses contacts avec lesquels elle travaille sur ce sujet-là, et qu'une personne vienne. Et c'est comme cela que nous avons Madame, c'est Sophie, je crois votre prénom. C'est ça. Voilà, Brunsmann, et donc qui est avec nous aujourd'hui et qui, dans le cadre de son activité professionnelle et de l'entreprise dans laquelle elle travaille, est effectivement engagée, semble-t-il, relativement loin dans la mise en œuvre de cette norme qui est relative à la responsabilité sociétale et environnementale. Donc bonjour Madame. Bonjour. Et déjà en quelques mots, présentez-vous, présentez votre entreprise, qui vous êtes, ce que vous y faites, depuis combien de temps vous y êtes, etc. Alors, je suis Sophie Brunsmann. J'ai un long parcours dans cette entreprise, donc je vais citer les étapes. En fait, ça fait 15 ans que je suis au groupe Indibat. Donc, le groupe Indibat, l'objectif du groupe Indibat, c'est de la mise à disposition de personnel dans le secteur du BTP essentiellement. On accompagne socio-professionnellement tous nos salariés avec l'objectif de l'embauche à moyen terme. Je suis dans ce groupe depuis octobre 2011. J'ai été recrutée au départ en tant que directrice d'agence, l'agence de Besançon. Aujourd'hui, depuis le 1er avril 2021, je suis directrice générale de ce groupe. Donc c'est une promotion en interne. Qui intervient au niveau national? Alors, non, je vais préciser. Donc c'est un groupe de Bourgogne-Franche-Comté, initialement créé en Franche-Comté, j'y tiens aussi un petit peu. Et du coup, nous sommes implantés donc sur les villes suivantes, sur Dijon, Chalon-sur-Saône, Dole, Lons-le-Saunier, Besançon et Audoux, Vesoul, Montbéliard et Belfort. Voilà, c'est un groupe aujourd'hui qui est le plus gros employeur d'ouvriers du BTP, puisqu'on a 1300 à 1500 salariés à l'année, des travailleurs temporaires. Voilà, et nous avons été créés par les fédérations du BTP et les syndicats du BTP de type CAPEB, donc comme outil de recrutement pour la profession du BTP. Donc c'est ce que nous appliquons. Donc nous aujourd'hui on recrute des salariés qui sont avec des contrats de travail temporaires. Donc ils font un petit temps chez nous. Parfois on les forme, en tout cas on les fait monter en compétences avec l'objectif qu'ils se fassent embaucher sur les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté à moyen terme, en CDI, en CDD, voilà. Il y a un aspect économie sociale et solidaire. Exactement, nous sommes reconnus ESS, nous avons l'agrément ESUS, donc nous faisons partie de l'économie sociale et solidaire, puisque je vous passe la structure du groupe qui est peut-être un peu compliquée et c'est pas l'intérêt aujourd'hui, mais la holding en quelque sorte est une association.
Le groupe Indibat, à la base, est une association et en dessous de cette association, il y a plusieurs structures, il y a des SARL et d'autres associations. Qui sont membres de fait de l'association de base. Exactement. Au niveau du support. Donc ça situe un tout petit peu. Je pense que le volet le plus important, c'est la dimension d'économie sociale et solidaire qui me paraît. Quel est le type de public que vous recrutez, que vous formez pour ensuite après, j'allais dire, accompagner jusque vers l'emploi stable? Alors, on recrute tout type de public. La base, c'est généralement, on aime bien une petite expérience dans le bâtiment ou les travaux publics, mais c'est pas forcément le cas. Il suffit d'être courageux, d'avoir envie de se lever tous les matins, d'avoir envie de travailler dehors par n'importe quel temps. Quand ça gèle, quand il pleut, quand il fait très chaud. Voilà, on travaille beaucoup sur la motivation de nos publics. Et nous avons donc une structure qui est un peu spécifique, qui est une entreprise de travail temporaire par l'insertion. Donc, au sein de mon groupe, j'ai ce qu'on appelle des ASP, des accompagnatrices socio-professionnelles, qui sont là pour lever tous les freins à l'emploi, tous les freins périphériques à l'emploi, les problèmes administratifs, les problèmes d'addiction, etc. Donc, qui accompagnent nos salariés qui relèvent de l'insertion avec l'objectif de les former, de les accompagner sur un métier, de les monter en compétences, quand on le peut, de les faire rentrer en formation pour les plus motivés, afin de les faire embaucher. Et vous êtes en relation, comment ils sont recrutés ces Alors, salariés? ils sont recrutés via des partenaires, via du bouche à oreille. Le meilleur des recrutements aujourd'hui, c'est le bouche à oreille entre nos salariés qui sont chez nous et qui parlent d'Indibat. On parlera RSE tout à l'heure, mais quand on interroge, parce que les intérimaires sont une de nos plus grosses parties prenantes, quand on les interroge, ils disent Indibat est notre deuxième famille. Pour vous montrer notre façon de travailler, où on est vraiment là à disposition de nos salariés, en essayant de répondre aux attentes de l'entreprise, bien entendu, mais on a vraiment un accompagnement on est très proche de nos salariés. Et on a des reconnaissances au quotidien, notamment avec ce type de réponse. Oui, d'accord. C'est plus le bouche à oreille que France Travail. France Travail fait partie de nos partenaires naturels. Toutes les structures d'insertion qui existent sur le bassin de Besançon ou sur les autres bassins d'emploi. Là, on est à Besançon, donc je parle de Besançon. L'État aussi est un de nos partenaires, puisque sur cette partie-là, on est financé par l'État. Mais on recrute via tous les acteurs de l'emploi sur la place. Donc il y a France Travail, il y en a d'autres structures d'insertion sur la place. Les autres organisations de l'économie sociale et solidaire. Exactement, exactement. Donc on travaille tous ensemble avec le même objectif, que nos salariés finissent par être embauchés par les entreprises locales. D'accord, ok. Alors donc là on voit qui vous êtes et je découvre Indibat, je connaissais absolument pas, donc et j'ai même pas eu la curiosité d'aller sur internet pour voir les sites. J'ai plutôt pas trop eu le temps de le faire. Mais vos propos sont très très clairs. Et donc, la question que je vais vous poser maintenant, c'est pourquoi avoir engagé votre entreprise dans ce processus qui, quand même, n'est pas si simple que ça, quand même. Alors pourquoi? C'est pour mettre en valeur notre groupe, parce que pour moi c'est une vraie valeur ajoutée d'être aujourd'hui labellisé RSE. Par rapport aussi à notre raison d'être, notre raison d'être, c'est l'accompagnement socio-professionnel de nos salariés, avec l'objectif qu'ils obtiennent une position décente socialement et économiquement. Donner de la valeur aussi au travail de mes équipes, au travail régulier d'accompagnement, et puis aussi au travail de nos intérimaires. Sans eux, on n'est rien. Donc être labellisé RSE, c'est aussi une reconnaissance pour eux par rapport à leur travail quotidien, à leur implication envers les entreprises du BTP. Et puis, pourquoi la labellisation RSE? C'est aussi sensibiliser toutes mes équipes au respect de notre territoire. Alors, Bourgogne-Franche-Comté, mais... Bon, oui. Tant au niveau de l'environnement qu'au niveau économique. Donc, c'est ce que je vous parlais de position sociale décente, sociale et économique décente. Notre objectif, c'est de faire vivre notre territoire, de le protéger, tout en le respectant.
Donc voilà, donc il y a cette partie un petit peu environnementale où nous on a un impact, mais qui est pas de la taille d'une industrie ou voilà. Mais on a aussi notre côté au niveau environnemental. Sur la partie environnementale. Qui se traduit par des choses peut-être plus simples que des grands groupes. Mais voilà, aujourd'hui notre choix c'est de faire du mécénat par rapport à ce type d'environnement. Je vais un peu plus loin dans la démarche, mais mécénat, voilà, on est mécène de ruches. Donc pour protéger les petites abeilles et puis aussi permettre aux apiculteurs de rester en activité. On est aujourd'hui mécène du Conservatoire botanique de Franche-Comté. L'objectif, c'est la préservation des petites fleurs, de toutes les plantes locales. La biodiversité en général. Voilà. Nous, on a pris ce principe-là parce que là, on est pollueur, mais pas sur l'environnement. Voilà, on est pollueur avec. Voilà, aujourd'hui, on a un parc automobile. L'objectif, je suis en plan sur le sujet, étant de le passer complètement en électrique. Voilà, toutes les petites. Et puis, moi, je leur ai mis des objectifs en interne, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, depuis que je suis en place, j'ai ancré le partage de la valeur de l'entreprise. Et du coup, ils ont tous des missions au quotidien, limiter le chauffage dans leurs agences, limiter leur consommation de papier, limiter leur nombre d'impressions, etc., limiter l'achat de consommables bureautiques. Voilà, ils ont ils ont une enveloppe d'intéressement qui est distribuée en fonction. Ça, c'est sur l'activité, je dirais, gestionnaire ou fonctionnelle. En tant que tel. Solène, je crois que vous voulez intervenir. Oui, parce que tout à l'heure, on a largement parlé de la norme ISO 26000 et Sophie parle du label engagé RSE d'AFNOR. Et il faut savoir que la norme ISO 26000 n'est pas une norme certifiable. C'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir la RSE. C'est pas une norme d'exigence où on dit il faut faire ci ou il faut faire ça. Ça reste une démarche volontaire. Pour autant, les entreprises ont besoin quand même de savoir où elles en sont et elles ont besoin de progresser. Donc tout l'intérêt d'une labellisation, au-delà de la communication, c'est de pouvoir dire c'est quoi la maturité de mes pratiques, est-ce que je suis mature, est-ce que je peux encore m'améliorer. Et donc toute la méthodologie de la labellisation engagée RSE par AFNOR sert aussi à ça, c'est à définir est-ce que les actions que l'entreprise mène sont en cohérence avec ses enjeux et est-ce qu'elle progresse sur les principaux axes, là où il y a des enjeux et des attentes des parties prenantes, parce que ça aussi, vous en avez beaucoup et c'est très important. C'est là où on s'aperçoit donc effectivement l'aspect transversal de cette norme et donc des pratiques qu'elle induit finalement. Électron libre, le magazine des problématiques environnementales et sociétales actuelles sur RCF, animé par Claude Farc. Et puis on va laisser la parole à Jean-Yves parce qu'il a entendu quelque chose dans la première partie de cette émission qui l'intéresse. Il parle d'abeilles. Et c'est un peu sa spécialité. Oui, je suis très heureux de vous rencontrer parce que je suis apiculteur, évidemment pas professionnel, totalement amateur. Et puis Claude également va se lancer dans l'apiculture puisque j'ai un peu d'étain en faisant des émissions sur les insectes à RCF. J'ai un peu d'étain sur lui, donc voilà, j'ai formé un élève. Et puis je suis intéressé aussi puisque je suis membre du bureau du Conservatoire botanique, donc j'entends aussi que vous êtes dans le coup oui. avec nous tous, les naturalistes. Bien, en plus il n'a pas utilisé le sigle du Conservatoire, oui. Qui est le CS... C'est le CBNFC et maintenant CBN-BFC. Ah oui, mais là on revient sur les questions premières sur BFC d'ailleurs. Alors l'ordre alphabétique, quelquefois, il n'est pas très logique, mais enfin bon, on fait avec. Donc voilà. Bien, donc on va reprendre sur le sujet proprement dit donc de la RSE, de la responsabilité sociétale et environnementale. Donc avec Sophie, votre nom j'ai du mal à le prononcer, Bruxman, c'est ça, je crois. Oui, c'est à peu près ça. D'accord, donc qui est responsable de Indibat et qui nous
nous a présenté dans la première partie sur qui elle était, quelle était l'entreprise et son activité. D'ailleurs, des propos extrêmement intéressants sur lesquels on pourrait rebondir. Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir pour aller plus loin par rapport à ce sujet-là. Et donc, vous nous avez surtout expliqué sur le pourquoi vous avez engagé votre entreprise et l'organisation globale autour de cette entreprise sur le processus. Maintenant, c'est comment vous vous y êtes pris. C'est la question que je vous pose. Alors, compte tenu des particularités que vous nous avez décrites dans la première partie. Donc depuis que j'ai pris la direction générale de ce groupe, je me suis attachée à mettre en valeur ce que je vous disais, nos missions. Donc je me suis déjà penchée sur une première étape qui était d'obtenir l'agrément ESUS, donc la reconnaissance un peu ESS, pour notre groupe. Ça a été la première étape. Et ensuite, avec différents partenaires avec lesquels on travaille au quotidien, notamment je vais la citer parce que c'est le point de départ, c'est l'association Halte Discrimination, avec sa présidente qui est très active, Mireille Péquignot. Je vous conseille de la rencontrer aussi. Je confirme. Du coup, on a échangé, j'ai échangé, j'entendais parler de la RSE, j'ai ce côté toujours un petit peu de vouloir être innovante pour mon groupe. Et voilà, après de nombreuses lectures, après avoir échangé avec des partenaires tels que Mireille Péquignot d'Halte Discrimination et d'autres, je me suis dit que la RSE, on a un territoire très spécifique, la Franche-Comté, un magnifique territoire. Nous, on a une intervention locale, alors Bourgogne-Franche-Comté. Pour moi, il y avait plein de critères qui nous permettaient d'aller sur une labellisation RSE. Et donc, après avoir échangé, on a eu la chance, je n'ai rien demandé, mais ces personnes qui étaient autour de moi avec qui j'ai échangé sur la RSE ont parlé de notre groupe au conseil régional. Donc on a pu bénéficier d'un petit financement du conseil régional et ce financement surtout s'est fait sous forme d'accompagnement avec une consultante qui avait comme particularité d'avoir des compétences en RSE. Donc il nous a accompagnés sur de tête 3 ou 4 sessions pour nous lancer sur la labellisation RSE. Et voilà, et c'est parti. Alors avant de commencer, j'ai quand même solliciter mes équipes, parce que je suis porteuse du projet, parce que c'est souvent les managers qui sont porteurs de ce type de projet dans des groupes, mais j'ai sollicité mes équipes pour savoir qui était partant, est-ce qu'ils avaient tous envie d'y aller, puisque voilà, je leur ai dit que c'était quand même une petite réorganisation, enfin, et en tout cas des périodes de réflexion, et ils ont tous accepté, ils sont même allés sur des fonctions transversales, sans que je désigne qui que ce soit. Voilà, aujourd'hui, j'ai un délégué à la protection des droits de l'homme, j'ai des référentes contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Voilà, j'ai des personnes comme ça qui ont des fonctions un petit peu transversales pour donner encore plus de valeur, pour protéger nos salariés intérimaires au quotidien. Dans les agences Ce sont des permanents. Alors, il y a des directeurs d'agence qui ont pris des fonctions. Il y a des assistantes qui ont pris ces fonctions. Alors, j'en oublie. Il y a d'autres. Voilà, j'ai un homme sécurité qui s'est désigné, qui travaille sur la sécurité. Alors, avec moi, parce que par rapport au BTP, c'est quand même un sujet essentiel. Ah oui. Limiter les accidents du travail, c'est quand même un de nos objectifs. C'est aussi protéger nos salariés intérimaires. Voilà. Donc, la mayonnaise a pris. Et du coup, on n'est pas obligé, on peut avoir des pratiques RSE, mais on n'est pas obligé d'aller à la labellisation. Mais comme moi, de par un peu ma personnalité, mon caractère, j'ai toujours un peu l'envie d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc on est parti sur une labellisation RSE. Donc là, vous nous expliquez, je dirais, la dynamique au départ. Donc, entre autres, les contributions à caractère institutionnel que vous avez citées, qui me paraissent relativement importantes et essentielles. Donc, ce qui est relativement intéressant, c'est aussi ces partenariats, celui que vous citez avec Halte Discrimination, mais il y a peut-être d'autres partenariats qui vous viennent par l'esprit pour l'instant. Non, pas aujourd'hui, mais c'est un peu essentiel parce que Halte Discrimination est très impliquée au niveau de l'AFNOR sur la norme. Solène va nous aider. Oui, sur la norme. Effectivement, Numéro
53 800, si je ne dis pas de bêtises. Une norme, en fait, la France a été précurseur sur une norme sur l'égalité professionnelle femmes-hommes dans le travail, dans les entreprises. Et la France avait effectivement déjà testé des bonnes pratiques et l'association Halte Discrimination milite depuis très très longtemps et met en œuvre des recommandations, dispose d'outils pour aider les entreprises à améliorer leurs pratiques pour favoriser l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. Et on a proposé à Mireille Péquignot de rejoindre une commission de normalisation et elle a participé ensuite à la représentation française dans la commission de normalisation ISO, puisque le jour où l'ISO a dit « mais oui, c'est un sujet qu'il faut qu'on traite au niveau international », la France a pu dire « mais nous, on a déjà traité ce sujet et on voudrait faire valoir nos bonnes pratiques et donc on les pousse, entre guillemets, dans cette norme internationale. » Et là c'est avec le BIT, je suppose, non? Oui, ils sont. Alors, je ne suis pas une spécialiste de toutes les commissions de normalisation, donc je suppose qu'ils sont membres. Mais effectivement, oui, c'est en lien avec les recommandations du BIT, notamment parce que dans la norme ISO 26000, il est dit que à minima, les entreprises s'engagent à respecter la réglementation locale et dans d'autres pays si elles y travaillent, mais également les grands accords internationaux sur le travail, sur la charte des droits de l'homme, etc. C'est un sujet assez méconnu quand même. Je trouve qu'on a une chance, c'est qu'on a eu un franc-comtois qui a été ambassadeur de France au BIT. L'ancien président du Conseil général, quand ça s'appelait encore le Conseil général, c'est quelqu'un qu'on pourrait interroger par rapport à ça tout aussi. À fait, ouais. Alors là, vous présentez, Madame Bruchmann, vous présentez un petit peu, je dirais, la dynamique de départ et puis quelques-unes des conséquences derrière. Mais maintenant, au quotidien, comment ça se passe, notamment par rapport à vos personnels, par rapport à la mission première d'Indibat? Alors, au quotidien, écoutez, je dirais que le quotidien... C'est pas forcément facile d'expliquer. Non, c'est pas très facile d'expliquer, mais je vais résumer. Au quotidien, nos missions sont RSE. On accompagne des personnes qui sont généralement éloignées de l'emploi, on les met au travail, on lève les freins, donc on les aide au niveau administratif, au niveau de leurs problématiques de santé, au niveau de leurs problématiques de logement. Donc on travaille avec plein d'acteurs qui sont sur la place, les bailleurs sociaux, le crédit coopératif, etc., pour les aider. Donc je dirais qu'au quotidien, nos missions relèvent de la RSE. Donc c'est assez facile de le vivre au quotidien, mais par contre, par rapport à cette RSE, ça remet... Ce que j'ai aimé aussi, et mes équipes aussi, c'est que ça remet en cause un peu toute l'organisation. En tout cas, ça nous permet de réfléchir sur ce qu'on veut faire tous ensemble, comment faire évoluer notre groupe, faire grandir notre groupe. Et je pense que tout le monde a un petit peu réagi par rapport à ça. Il y a des valeurs qui sont revenues sur ce groupe et qu'on applique au quotidien. La bienveillance, avec nos intérimaires et entre nous. Alors c'est facile de le dire. On n'est pas pays des bisounours, des fois on s'engueule, mais en tout cas il y a toujours cet retour en bienveillance, faire attention aux autres, du management participatif. Je ne suis pas la chef, je prends des décisions avec mes équipes. Donc je les informe. Parfois, alors c'est souvent avec l'équipe des cadres, parce qu'on ne peut pas toujours solliciter tout le monde, mais parfois c'est avec l'ensemble de l'équipe. Donc j'introduis tout le monde dans la prise de décision, dans le chemin vers lequel on pourrait aller. C'est ça la RSE au quotidien aussi, voilà. Et puis c'est aussi les impliquer. Voilà, on a un COPIL RSE. Alors j'aime pas trop les diminutifs, moi, COPIL, comité de pilotage. Je suis pas très fan de tous ces abréviations, mais en tout cas qui représente l'ensemble du groupe, cadre, non cadre, tous les territoires. C'était l'idée du COPIL. Et derrière, il y a des idées qui sortent. Et derrière, c'est hop, action, réaction. Donc je dis, c'est bien les idées, mais il faut les mettre en place et c'est pas que moi. Et du coup derrière, il y a des groupes de travail qui se sont mis en place, avec des leaders qui se sont autoproclamés leaders de groupe, avec des thèmes, sécurité, accompagnement socio-professionnel, etc. La RSE, c'est aussi impliquer tout le monde. Alors nous, on n'est pas un grand groupe en termes de permanents, donc c'est peut-être plus facile que... Oui, voilà. Oui. Mais j'ai pas voulu... Parce qu'à un moment,
il faut organiser tout ça, il faut écrire. Il faut l'inscrire dans le temps. Il faut l'inscrire dans le temps. Ah, oui. Et ça leur a fait un peu peur. Donc moi, j'ai pris le relais. J'avais aussi une alternante à ce moment-là. J'ai encore un alternant qui m'aide sur la RSE. Ils ont eu un peu peur à un moment donné, parce qu'ils se sont dit, ah là là, mais ça va rajouter des tas de procédures et tout ça. Non, on adapte notre processus et nos processus en mettant en valeur au quotidien l'aspect RSE de nos missions. Oui. En tout cas, je l'ai intégré comme ça. On arrive au terme de notre émission, mais j'aurais encore plein de questions à vous poser. Est-ce que vous avez un slogan autour de la RSE dans votre entreprise? Non, nous on a appelé notre RSE Agir. Agir parce que AGI, Association Groupe Indibat, R comme responsable. Ah d'accord, ok. Bien, c'est un joli acronyme. Oui, tout à fait. Encore, on a commencé sur les acronymes, eh bien on termine sur les acronymes. Merci beaucoup Madame Guillet et Madame Bruxman. Et puis, bien au mois prochain. Merci à vous.